c'est pas de la langue de bois. Je dis, voilà. Est-ce que vous pouvez ne pas y aller? Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que je peux ne pas y aller? Oui, je peux toujours ne pas y aller. Et décevoir tous ceux à qui vous dites, c'est maintenant ou jamais. Si je n'y allais pas, je décevrais à IS beaucoup de gens. Ça, c'est sûr. Bon. Et vous avez raison, ça sera pris comme une désertion, une trahison, etc. Ça compte dans ma prise de décision. Jean Messia, il n'y a plus de suspense? C'est juste une question de temps? Le sourire en dit long, vous le voulez pas? Moi, je pense, je suis pas son porte-parole encore une fois, mais je pense que c'est une question de temps. Mais vous êtes proche. C'est pas une question. Vous voyez, vous en discutez. Oui, c'est vrai. Mais je pense que il vous fait part de ses doutes. Il mûrit. C'est une maïeutique. Bon, je sais que sa maïeutique est un peu en contradiction avec le temps médiatique. On aimerait que les choses se fassent le plus rapidement possible à toute vitesse. Il parle de désertion s'il n'y va pas. Je pense que c'est pas franchement, je pense que c'est pas une décision facile parce que je dirais pour être candidat à la magistrature suprême, c'est quand même endosser un habit qui est à la fois la France, son histoire, etc. Et il n'est pas prêt. Donc voilà, c'est pas. Je pense qu'il n'est pas. Et il n'est pas prêt pour cette pression. C'est pas ça. C'est que je pense qu'il n'est pas dans la même logique que les présidents précédents pour qui la magistrature suprême c'était être président d'un conseil d'administration. Je pense que eu égard à la vision historique d'Éric Zemmour, je pense qu'il il a conscience de l'importance de ce choix et effectivement, on peut le comprendre. Il ne veut pas faire ça n'importe comment. Il ne s'agit pas d'envoyer un CV pour avoir un job. Il s'agit vraiment presque d'une. Il tergiverse vraiment ou c'est vraiment pour entretenir ce buzz prométhéenne, si vous voulez. Donc il faut je pense qu'il a raison de peser tout le pour et le contre et de bien prendre la mesure de ce qu'il attend derrière, non pas seulement sur la campagne présidentielle, mais surtout dans l'éventualité où il serait élu, la tâche grandiose, énorme qu'il attend. L'assimilation permet de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Ceux qui veulent vraiment s'assimiler restent, ceux qui ne veulent pas s'assimiler... Comment faites-vous... Et attendez, et ils ont tout à fait le droit. Oui, mais comment faites-vous ce tri? Tout simplement comme l'a fait la République. C'est-à-dire c'est-à-dire que la République, comme elle a fait la République, c'est ce que je vous dis là est profondément républicain. C'est la République qui a toujours fait ça. Je veux savoir comment vous faites la différence entre la République, le bon la Troisième République. D'abord, tout simplement, les gens repartent. Non, ça c'est une chose. C'est très important. Non, mais vous, comment vous faites cette différence? Mais moi, je fais cette différence. Vous savez, c'est dans la loi. Pour la naturalisation, on dit il faut que ça soit assimilé, que les gens soient assimilés. On peut vraiment faire le tri entre le bon grain et le mauvais grain? Évidemment, tous les pays du monde ont le droit de choisir d'abord qui reste chez eux et qui s'en va, et toutes les communautés nationales du monde ont le droit de choisir qui elles prennent comme membres, qui elles ne prennent pas. C'est quoi c'est comme quand on se marie, si vous voulez, quand quelqu'un arrive dans une famille, C'est quoi le bon grain, Jean Messia? Le bon grain, ce sont les gens, effectivement, qui se sont assimilés de par la langue, de par la culture, de par la manière d'être. Vous en avez un exemple accompli devant vous. Je veux dire, moi, quand je suis arrivé à 8 ans, j'étais pas français. Donc j'ai envie de dire, si vous ne savez pas ce que c'est la France, regardez-moi. Puisque moi, je n'étais pas français. Qu'est-ce que je suis devenu? Je suis bien devenu un Français. Je vous parle français, je me comporte comme un Français. Et effectivement, aujourd'hui, il faut se battre pour que la France reste ce qu'elle est, c'est-à-dire française. Et je veux dire, c'est ce qui est drôle, si vous voulez, c'est que depuis des décennies, peut-être des siècles, personne n'avait posé ces questions-là. Personne ne s'était jamais demandé c'est quoi être français. Personne n'a jamais demandé qu'est-ce que l'identité française. Moi, je crois qu'à partir du moment où on se pose ces questions, rien que de se les poser est un problème. C'est-à-dire c'est déjà que nous ne le sommes plus d'une certaine façon. Xavier Iacovelli. Refaire des Français. D'abord, par quels critères? C'est facile. Là, ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire l'appropriation par l'école. Deuxièmement, je propose, moi, qu'on supprime les mesures de solidarité nationale, c'est-à-dire le social de solidarité nationale, on va l'enlever aux étrangers. Troisièmement, je propose l'expulsion de tous les délinquants étrangers emprisonnés. Ça fait quand même 25% des prisons, à peu près 15 000 personnes, c'est pas mal. Je propose aussi la déchéance de nationalité pour l'extension de la déchéance de nationalité pour de nombreux crimes et délits. Il faut refaire des Français, refranciser donc, comme l'a répété plusieurs fois avec Zemmour. C'est de la provoque ou c'est une conviction profonde? Je sais pas, ça provoque qui de dire que la France doit être française? Vous seriez choqué si on dit, par exemple, le Maroc doit être marocain? Non, chaque pays a le droit d'avoir une identité nationale, de la défendre et de la favoriser. Je veux dire, alors je sais qu'avec cette idéologie anationale, pour ne pas dire antinationale, qui nous gouverne depuis 40 ans, ces termes semblent tétanisants. Mais en réalité, ce que dit Éric Zemmour, vous le diriez dans n'importe quel pays du monde, les 3/4 de la population applaudiraient. Il n'y a guère que chez nous que ça pose problème. Mais par contre, je voudrais réagir aussi sur la question de la droite. Moi, je pense effectivement que
Valérie Pécresse aujourd'hui n'est pas inquiétée par Éric Zemmour, et je ne veux pas prendre la défense de Valérie Pécresse, mais elle est plus inquiétée par la décision aujourd'hui des LR de faire un congrès fermé qui ne permet pas justement aux Français de s'exprimer, mais qui vont restreindre le choix en 40 000 adhérents. Et donc je pense que Valérie Pécresse a plus intérêt à aller parler aux militants LR qu'elle a quittés depuis 3 ans, plutôt qu'effectivement aux Français... Monsieur le sénateur, vous qui avez des origines italiennes. Mais moi, l'assimilation... Vous m'en avez déjà parlé, c'est pour ça que j'en parle. Moi, je suis contre le principe même d'assimilation. L'assimilation, c'est la négation de nos racines. Moi, je suis profondément républicain, profondément français, mais pourtant, j'ai cette double nationalité. J'aime l'Italie, j'aime mes racines, j'aime savoir d'où je viens et d'où ma famille vient. Donc la République a été négationniste. Et donc, je suis intégré, complètement intégré. Je suis né en France, mon père est né en France, mon grand-père a été émigré, et on n'a pas été assimilé, on a été intégré. Non, pas du tout. Eh bien, vous avez été assimilé. Qu'est-ce qui vous reste de l'Italie? Mes quoi d'italien? Mes valeurs. Non mais d'accord, vous faites quoi d'italien? Qu'est-ce que vous faites d'italien? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes encore italien? Rien. La double nationalité, assumez-le, n'ayez pas honte. Mais vous croyez que j'ai honte? Oui, j'ai honte parce que vous êtes assimilé, vous êtes un Français et il ne vous reste plus rien d'italien, à part votre patronyme, c'est tout. Nathan Devers. Nathan Devers. Par quels critères? C'est facile. Là, ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire l'appropriation par l'école. Deuxièmement, je propose, moi, qu'on supprime les mesures de solidarité nationale, c'est-à-dire le social de solidarité nationale, on va l'enlever aux étrangers. Troisièmement, je propose l'expulsion de tous les délinquants étrangers emprisonnés. Ça fait quand même 25% des prisons, à peu près 15 000 personnes, c'est pas mal. Je propose aussi la déchéance de nationalité pour l'extension de la déchéance de nationalité pour de nombreux crimes et délits. Il faut refaire des Français, refranciser donc, comme l'a répété plusieurs fois avec Zemmour. C'est de la provoque ou c'est une conviction profonde? Je ne sais pas, ça provoque qui de dire que la France doit être française? Enfin, vous seriez choqué si on dit, par exemple, le Maroc doit être marocain? Non, chaque pays a le droit d'avoir une identité nationale, de la défendre et de la favoriser. Je veux dire, alors je sais qu'avec cette idéologie anationale, pour ne pas dire antinationale, qui nous gouverne depuis 40 ans, ces termes semblent tétanisants. Mais en réalité, ce que dit Éric Zemmour, vous le diriez dans n'importe quel pays du monde, les 3/4 de la population applaudiraient. Il n'y a guère que chez nous que ça pose problème. Ça, c'est une chose. Mais je voulais répondre également à M. Karam tout à l'heure, qui parlait de la différence entre l'assimilation et l'intégration. Effectivement, la France a une identité plurielle. Il y a une France métropolitaine, dont l'identité est européenne, donc c'est l'européanité de la France métropolitaine qui doit le rester, et nous avons effectivement d'autres identités, tout aussi belles d'ailleurs, qui sont celles de nos territoires et de nos départements d'outre-mer. Mais la métropole est européenne, et elle doit le rester. Je n'en ai pas pour longtemps. Sur l'assimilation et l'intégration, vous savez, il ne faut pas y aller par 4 chemins. Autrefois, l'assimilation, ça consistait à dire à des étrangers arrivés en faible nombre et souhaitant être des nôtres, c'était de leur dire « devenez ce que nous sommes ». Ensuite, la gauche est arrivée en 81, elle a considéré que compte tenu du nombre d'étrangers et de sa propre idéologie, on ne devait pas dire ça, on devait leur dire « restez ce que vous êtes ». C'était le fameux droit à la différence. Vous êtes ce que vous êtes, nous sommes ce que nous sommes, et on vit côte à côte, pour reprendre la phrase de Colomb. Et ensuite, on est arrivé à une espèce de gradation délirante du progressisme à partir des années 2000 qui consiste à dire « devenons ce que vous êtes ». Donc il s'agit d'adapter la France à ceux qui arrivent. Et donc là, je dirais, Zemmour met l'église au centre du village en disant « il y a une identité nationale d'un peuple historique qui est là depuis 1000 ans ». Qu'on appelle les Français de souche, ça va faire hurler M. Iacovelli, mais ne lui en déplaise, s'il n'y a pas de Français de souche et s'il n'y a pas de peuple historique, on s'assimile à quoi? Moi, attendez, moi je suis pas devenu kazakh, je suis devenu français. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ça veut dire qu'il y a une identité française. Sur un mot quand même, je suis très gêné quand vous mettez d'un côté la France hexagonale. C'est-à-dire celle qui est pour vous blanche, et puis la France des Outre-mer. D'un point de vue identitaire, oui. Non mais pardon, laissez-moi terminer. Oui. La France des Outre-mer,
qui ont effectivement leur particularité régionale. Mais vous croyez qu'il n'y a pas de particularité en Corse? Il n'y a pas des Bretons qui ont une culture, une langue, une identité régionale? Tout ça ne fait pas de moins bons Français. C'est pas la couleur de peau qui les distingue. Ce qui fait des bons Français, moi je veux vous dire... Mais j'ai pas dit ça, vous me faites dire ce que j'ai pas dit, monsieur Karam. Juste, je termine. En fait, aujourd'hui, le problème qui se pose, je suis d'accord avec vous, quoique l'exemple que vous avez pris sur les États-Unis est un mauvais exemple, parce que précisément, au début du XXe siècle, quand les États-Unis connaissaient une forte croissance, comme vous dites, c'était aussi une époque où les États-Unis étaient extrêmement fermés à toute forme d'immigration. On a d'ailleurs vu que dans les années 30, ça a été le pays qui a accueilli le moins de juifs persécutés sur son propre territoire. Dans les années 30, oui. Voilà, mais même avant. Donc c'est pas tellement le bon exemple. Donc ça veut dire qu'un pays peut être sûr de lui, etc., sans pour autant avoir un besoin maladif d'immigration. L'immigration n'est pas une fin en soi, si vous voulez. On accueille chez nous, effectivement, des gens dont on a besoin. Vous n'allez pas nous dire que les États-Unis, c'est pas une terre d'immigration, quand même. C'est une terre d'immigration, mais c'est une immigration qui n'a pas été tout le temps de la même façon, avec le même rythme, avec le même flux, etc. Les États-Unis ont connu des périodes où ils étaient très isolationnistes et très fermés sur le monde, avec Theodore Roosevelt notamment, etc. Donc c'est pas une règle générale. Un pays, si vous voulez, c'est pas la créolisation, comme dirait Mélenchon, c'est pas une fin en soi. Il naît de pire racisme. Bon, il naît de pire racisme que ce racisme qui consiste absolument à vouloir remplacer son propre peuple que l'on méprise. Et c'est ce que font les élites françaises depuis maintenant une quarantaine d'années. Sur les prénoms, moi je suis d'accord. Aujourd'hui, la France, on le voit bien, la France des années 80, dans le Paris des années 80 dans lequel je suis arrivé, la France de la fin des années 70 dans laquelle je suis arrivé, je ne la reconnais plus. On a dit adieu à Belmondo il y a quelques semaines. Quand vous voyez les films comme Peur sur la ville, etc., vous voyez les décors là où ça a été tourné, vous vous dites, mais mon sang, on n'est plus dans le même pays. Vous comprenez? Donc là, il y a un danger existentiel que d'ailleurs perçoivent les Français. Pourquoi les paroles de Zemmour portent autant? C'est précisément parce que, comme le disait le général de Gaulle fort justement dans ses mémoires, quand la France va mal, parlez-lui de la France. Et donc Éric Zemmour parle de la France à la France, et c'est ça qui fait écho dans les gens. Vous savez, la France, c'est pas simplement les microclimats qu'il y a sur les plateaux télé. Quand vous parlez aux gens de tous bords politiques confondus et que vous leur dites qu'effectivement le pays est en train de changer, que ce qu'ils ont connu est en train de disparaître, les gens vous répondent oui dans leur écrasante majorité. C'est pas simplement l'avis des faiseurs d'opinion, des politiques, etc. Il y a un malaise existentiel profond, et je crois que même si les mesures prônées par Éric Zemmour peuvent sembler un peu excessives, mais au regard de l'excès dans lequel nous sommes, vous savez, la radicalité, quand on voit par exemple que Rousseau, Sandrine Rousseau peut gagner chez les écologistes, elle est très radicale. Ouais. Le débat entre Éric Zemmour entre Éric Zemmour et Mélenchon, il a été suivi par 4 millions de personnes, et beaucoup chez BFM TV, etc., disaient « Mais attendez, c'est une affiche d'un match de boxe. C'est très radical comme vision. 4 millions de personnes l'ont suivi. Les débats de la primaire, vous savez par combien de personnes ont été suivis entre Pécresse et le premier débat, là, 1 million de personnes. Donc en fait, la société elle-même est traversée par une forme de radicalité, et donc la société est en demande de mesures fortes pour leur dire qui elle est. Voilà. Société... Je crois que à longueur de plateau, des responsables politiques reconnaissent en Valérie Pécresse le sérieux et puis la dimension de chef, la dimension de femme d'État. D'ailleurs, Darmanin qui a tout essayé contre elle et qui a échoué, lui a dit en fin de débat, vous avez la dimension d'une femme d'État. Donc ça prouve donc bien que c'est une candidate qui n'arrivera les Français. C'est une femme d'État, mais le problème c'est qu'elle a un charisme de balai d'essuie-glace, excusez-moi. Alors ça, c'est du sexisme. Si Salah Abdeslam est un bon musulman, que suis-je? Pour l'islam, vous êtes une mauvaise musulmane. Pour vous, que suis-je? Pour moi, vous êtes une Française parce que justement, vous avez... C'est exactement ce que j'allais dire. On remarque toujours que je ne distingue pas entre l'islam et l'islamisme. Mais on ne remarque jamais que je fais un distinguo, en revanche, entre l'islam et les musulmans. Qu'est-ce que c'est le distinguo? C'est que l'islam, et vous le savez comme moi, est une religion de la théologie politique. Et en plus, c'est une civilisation, c'est une nation, c'est une Oumma. Bon. Qui est, je le répète, incompatible avec les principes de la France. Confondre l'islam et l'islamisme, est bien raisonnable? Déjà, si vous voulez, c'est pas raisonnable, bien sûr, mais en même temps, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... En arabe, le mot islamisme n'existe pas. Oui, mais non en français. Voilà. Non, mais c'est la langue de l'islam, c'est l'arabe. Donc c'est quand même intéressant de savoir qu'à l'origine,
la langue arabe qui est celle de l'islam ne distingue pas les deux. Il y a l'islam, il n'y a pas d'islamisme. L'islamisme, c'est un néologisme fabriqué par l'Occident pour effectivement distinguer un certain nombre de personnes qui ont une pratique radicale de l'islam. Mais l'islam lui-même, il y a un islam, il n'y a pas un corpus théorico-religieux qui serait islamiste et un autre qui serait musulman. La base, c'est le Coran. Maintenant, si vous voulez, ce qu'il faut vraiment clarifier, c'est qu'il y ait une chose et de gloser sur l'islam, sur la théologie de l'islam, et ça, chacun est libre d'apprécier, de lire, etc., et sur les musulmans, qui sont bien sûr non seulement qui sont des êtres humains, mais qui sont aussi des citoyens. Et moi, je fais bien la distinction entre l'islam et les musulmans. L'islam lui-même, en tant que corpus théorico-religieux, n'est pas compatible avec la République parce que c'est une République à lui tout seul. C'est un code civil, c'est un code politique qui gère tout un tas d'affaires terrestres comme le mariage, l'héritage, etc. Or, la France a les siens. Patrick Arbe. Votre raisonnement est très dangereux parce qu'en fait, vous faites une analogie qui est non seulement scabreuse, mais qui est fausse entre l'islam et le christianisme. Ce sont deux religions qui ne sont pas du tout de même nature. Non, je veux dire par là que la République, qu'on le veuille ou non, malgré les guerres, etc., mais on sait très bien que quand on se déteste, quand on s'aime, on peut aussi se faire la guerre, la République française est la double fille à la fois du catholicisme et de la France. J'ai pas dit le contraire. Et donc en fait, toutes les règles de la République française, les droits de l'homme, les libertés individuelles, les libertés publiques, la valeur de l'être humain, tout ça, ça provient effectivement du christianisme et du catholicisme qui a été laïcisé. Or, face à l'islam, vous et d'autres croient qu'effectivement l'islam c'est un nouveau christianisme que la République matera de la même manière qu'elle a maté. Alors chiche, ok, à la fin du 19e siècle, du 19e siècle, la République française a fermé des centaines de couvents. Ils ont expulsé des milliers de religieux. Qu'est-ce qu'on attend pour faire ça avec l'islam aujourd'hui ? Mais ne me prêtez pas des pensées sur... Si vous voulez, on peut faire un débat sur l'islam. Non, mais je veux dire, vous l'avez dit non, mais juste quand la République a maté... Non, mais laissez-le parler, Jean. Non, mais quand la République a maté le catholicisme, elle l'a fait en ayant la main particulièrement lourde. Elle a fermé, encore une fois, des églises, des couvents. On vous a entendu. Voilà. Attends de verre. Qu'est-ce qu'on attend pour faire pareil avec l'islam si on veut arriver au même résultat ? J'ai juste une question à vous poser. Quand Il nous reste une minute. Quand un terroriste ou un djihadiste est tué, il est enterré où ? Et avec qui ? Il est bien enterré dans un carré musulman, suivi. Le terroriste qui a décapité Samuel Paty, il a été enterré en Tchétchénie, accompagné de milliers de personnes. Alors ces personnes-là sont quoi ? Des islamistes ou des musulmans ? Mais c'est d'ailleurs pour ça, vous avez marqué que les Américains... Non, juste répondez à la question. Je pose la question à M. Iacovelli. Ils sont musulmans ou ils sont islamistes ? Non mais pardon... Si vous me posez une question sur laquelle je n'ai pas de réponse, je ne sais pas de quoi vous parlez. Si le djihadisme et l'islamisme, c'était pas l'islam, dans ce cas-là, les terroristes devraient être brûlés et leur sang devrait être forcé au 80. Il y a 86 millions de terroristes en France. Arrêtez, monsieur Messia. J'ai pas dit ça, vous répondez pas à la question.